Bon matin à vous tous. Nous sommes mercredi le 20 mai 2020 en entrevue à 8 heures le matin. On est rendu la 61e entrevue et à la demande générale, on a eu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais on a eu une entrevue, ça peut-être un mois ensemble, François. Ouais. Un mois environ et beaucoup de gens ont bien ri lors de l'entrevue, ont aimé ta façon de t'exprimer et tout. Fait qu'on revient aujourd'hui avec un modèle un peu différent des autres entrevues. On va comparer le financement automobile, on va regarder avec qu'est-ce que ça fait avec l'immobilier et la comparaison entre les deux, puis est-ce que ça affecte réellement notre code de crédit? Avant de débuter, j'aimerais juste faire un rappel que demain, mercredi, le financement, pas demain mercredi, demain jeudi, excusez-moi, on a Joanie Fontaine qui est avec nous de JLR qui va parler du marché immobilier. Qu'est-ce qui arrive dans le marché immobilier présentement et c'est quoi ses prédictions un peu qu'elle voit pour le marché immobilier? Vendredi, on parle avec Marc-André Dayan, qui est un spécialiste en formation pour devenir entrepreneur général. Il y a à peu près un mois, on a eu Kathleen Beaupré qui est avec nous autres et elle nous a parlé c'est quoi les règles d'entrepreneur général, c'est quand on a besoin et tout. Et là, je veux rentrer plus en profondeur. On va être une heure avec la formation d'entrepreneur général avec GSC vendredi. Ce jeudi soir, n'oubliez pas, hier, on a eu une entrevue avec Denis Robitaille. Il vous a parlé comment réussir à acheter 34 immeubles en dedans de 12 mois. Et son objectif cette année, c'est d'en acheter 30 avant la fin juin-juillet. OK? Fait que très gros objectif, mais savez-vous comment il fait? Il utilise des REER pour être capable de faire ça. Fait qu'il prend les REER de personnes pour utiliser comme mise de fonds pour être capable d'acheter plein d'immeubles. Fait que jeudi soir, 21 mai, on a une formation de 3 heures. On a une formation de 3 heures sur les REER. Je vous conseille d'être là. Ça vaut la peine. En 2009, j'ai acheté 28 logements avec des REER. Zéro mise de fonds. Fait que vous voyez, c'est possible de le faire. Le samedi 30 mai, on parle de location-achat. Comment, et là, on sait qu'avec qu'est-ce qu'on vit présentement, la location-achat, c'est fou. Et on va parler de location-achat aujourd'hui avec l'auto. C'est quoi la différence entre les deux? Et le 6 juin, on parle de chalet locatif. Comment investir en immobilier grâce au chalet locatif ou au condo locatif. Qui est avec nous autres? Christian, Jacques Benzacquen, bon matin, Jean-Michel, Anne, Shérif, Kevin Patry, bon matin, Katia, Fanny Landlois, bon matin, Fanny. On a Carlos, Stéphane, Jean-François, Vincent, plein de gens qui sont avec nous un matin. Juste une chose, hier, on a lancé sur un courriel. Le 19 juin, on part une nouvelle cohorte de coaching double. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette cohorte-là? Ça va être une cohorte qu'on va réussir à faire approuver par le PACME, le P-A-C-M-E, pour être subventionnable à 100% par le gouvernement. Wow. Fait que, il y a quelques sujets qui ont changé à l'intérieur pour l'adapter. Une des conditions, vous devez être en immobilier pour être capable d'avoir la subvention parce que le coronavirus doit vous avoir affecté et là, on va vous donner des trucs, des façons de faire, de la formation pour vous aider là-dedans. Fait que le 19 juin, cohorte de coaching double, la plupart, ça va être gratuit. Fait qu'informez-vous, appelez au bureau, on va pouvoir vous donner de l'information sur comment ça fonctionne. On a tout rempli la paperasse pour vous. On a tout préparé à paperasse. Qu'est-ce qu'il vous reste à mettre? C'est le nom de votre compagnie et remplir vos adresses, téléphone, etc. Fait que c'était tout simplifié pour vous. Et là, on a des gens qui disent « Wow, Danny Paquin, oui, excellent, c'est wow, ça fait déjà 3 semaines, 1 mois qu'on travaille sur le dossier, qu'on communique avec Emploi Québec pour comprendre le principe aussi, comment ça fonctionne. » Fait que 19 juin, c'est lancé, coaching double, potentiel de l'avoir gratuit. On a François Bégin avec nous aujourd'hui. François,
est un homme qui a fait plein de choses dans sa vie, OK? Mais c'est un homme qui est très, très attiré par l'argent. Oui, on peut dire ça. On peut dire Salut ça. Justin, ça va bien? Content d'être avec toi. Et puis, ceux qui ont fait des pétitions là, puis qui ont manifesté devant le Parlement pour me revoir sur ce micro, ben me voilà. Donc, vous pouvez arrêter de manifester. D'ailleurs, ça m'étonne que tu ne te souviennes pas de la date exacte que tu m'as eu en entrevue la dernière fois parce que c'était ta fête. Puis, je t'ai fait. Moi, j'invite les gens à revoir la vidéo. Bon, ben, ça fait exactement 15 jours. Et voilà. There you go. Merci de l'invitation. On parle de financement automobile aujourd'hui, on parle d'immobilier. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton background, d'où tu viens pour être spécialisé dans le financement comme tu es là présentement? Écoute, premièrement, moi, je ne savais pas que la job que je fais là dans la vie existait jusqu'à là, 3 ans et demi. Je suis vraiment, vous allez voir là, par mon parcours que je suis tombé dans, on dit souvent être sur son X, là, mais moi, je suis vraiment sur mon X. J'ai commencé dans la vie à travailler comme vendeur de voitures. J'ai fait 1 année chez Toyota à Québec, puis après ça, j'ai transféré dans la division haut de gamme. Je travaillais chez Lexus. Puis, j'ai gagné plusieurs prix de meilleurs vendeurs au Québec, au Canada, prix de satisfaction de la clientèle. J'ai vraiment découvert tous les rouages de la vente à travers cette job-là. Je me suis vraiment amusé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, à un moment donné dans ma carrière, ben, j'avais une amie qui travaillait pour la banque TD, pour ne pas la nommer. Puis elle m'appelait à chaque année et elle disait François, viens donc travailler à la banque. Tu me semble que tu serais bien. Tu ferais du 9 à 5 au lieu de faire du 9 à 9. Puis je vous avoue que moi qui voulais des enfants, ça fitait un peu aussi avec mon cheminement que je voulais. Sauf que le problème, c'est que quand tu es top performeur dans l'automobile, ben, tu gagnes très, très bien ta vie. Rapidement, là, début vingtaine, j'avais des revenus en haut de 100 000. Fait que je voulais pas nécessairement faire du 9 à 5 pour couper mon salaire en deux non plus. Fait que à chaque année qu'elle m'appelait, ben, je disais non, ça m'intéresse pas. À un moment donné, elle m'appelle et elle dit, là, François, elle dit, j'ai la job de rêve pour toi parce que tu pourrais travailler dans le domaine bancaire, mais avec des commissions. Donc, il n'y a pas de plafond de salaire. Et la job, c'était d'être démarcheur hypothécaire. Donc, quand j'ai entendu parler de ça parce que je ne savais pas que ça existait avant, ce job-là de démarcheur. Puis je ne connaissais pas nécessairement le domaine de l'hypothèque non plus. J'étais propriétaire d'une maison, par exemple. Je m'étais acheté un duplex déjà jeune. Mais j'ai tout de suite dit, waouh, c'est ça, ça m'intéresse. C'est une job parfaite pour moi. Fait que j'ai embarqué dans l'aventure. Puis, j'étais là plusieurs années. En fait, j'étais là pendant, au total, plus d'une dizaine d'années. J'ai évolué dans différents rôles. Oui, j'ai été démarcheur. Après ça, j'ai été courtier hypothécaire. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ImoFacile, puis qu'on s'est rencontrés, Ghislain, ben, j'étais à ce moment-là prêteur privé. Je travaillais pour une entreprise de prêt privé du West Island à Montréal. Puis, je faisais du développement des affaires pour eux. Donc, mon rôle, c'était d'aider les courtiers hypothécaires à croître leur business par le prêt privé. Alors, vous voyez un petit peu le background que j'ai. J'ai un background automobile, vente, développement des affaires, croissance d'entreprise. Et là, j'ai été capable de combiner dans ma job actuelle les deux sphères ensemble. Alors, je fais du développement d'entreprise. Donc, je suis aux optimisations de performance pour des concessionnaires automobiles. Je travaille pour une compagnie qui est basée à Vancouver. Puis, on a, nous, des ententes avec 9 manufacturiers. Donc, mon rôle, moi, c'est dans mon territoire, de voir à ce que mes concessionnaires optimisent la rétention de leur clientèle, la satisfaction de la clientèle et évidemment, leur revenu également, tout ça à la fin de l'année. Et par le financement, avec toi, tu es spécialisé dans le financement automobile, c'est ça? Financement, solutions de rétention. Donc, évidemment, moi, je coach au quotidien ce qu'on appelle dans le jargon des FNI. J'aime plus le terme parce que ça veut dire absolument rien. On a utilisé pendant quelques années le mot directeur commercial qui ne veut pas dire grand-chose non plus. Mais moi, j'aime bien les appeler les directeurs financiers parce que c'est ça qu'ils font en réalité. Quand tu achètes une voiture, tu vas d'abord voir ton conseiller, ton vendeur, puis après ça, il te transfère dans un petit bureau. Là, tout ça va changer avec la COVID-19, mais le directeur financier qui s'occupe principalement du financement et de vendre des produits alternatifs, soit garantie, assurance, produits de protection pour la voiture. Donc, moi, c'est avec ces gens-là que je travaille en concession principalement. OK, d'accord. Fait que là, on embarque dans le vif du sujet, le financement. Et pourquoi que je t'ai demandé de faire cette entrevue-là aujourd'hui? C'est que j'ai eu une personne l'année dernière dans une soirée mensuelle de Montréal qui est venue me voir. Un universitaire qui est sorti de l'université et il y avait, je pense qu'il travaillait à Drummondville ou Saint-Hyacinthe, puis il restait à l'œil. Et en sortant, il dit « Hey, j'ai une belle job, je gagne 50, 60 000 par année, je viens de débuter,
je vais m'acheter un auto neuf, fait que m'être sûr que ça route, j'aurai pas aucun problème, je tomberai pas en panne. Donc, la sécurité même qu'il cherchait. Et ça n'a pas pris longtemps qu'il s'est intéressé avec l'immobilier. En s'intéressant avec l'immobilier, tu trouves un beau petit duplex pour être capable d'acheter et passe pas au financement. Passe pas au financement à cause de son auto. Et là, il voulait retourner l'auto au concessionnaire. Et je sais pas pourquoi, ils ont dit non, ou s'ils veulent le reprendre, ben là, il y a une drop de prix. Fait que ça l'empêchait de partir l'immobilier à cause de son automobile. Et j'ai d'autres personnes que je pourrais te raconter là, qui ont eu la même affaire. Qu'est-ce qui se passe avec l'automobile et les banquiers? Mais en fait, c'est un vase communicant, tout ça. Hein? Les gens pensent qu'il n'y a pas de lien nécessairement entre l'automobile et l'immobilier, mais on va voir au fil de l'entrevue, puis c'est ça qu'on va découvrir ensemble, toi et moi, Ghislain. C'est un défi qu'on s'est lancé il y a 5 semaines quand on s'est parlé. C'est ça, 5 semaines? Hein? Ah, exact. 15 jours, ouais. 15 jours, hein. Donc, de découvrir les liens, les vases communicants, comme je te dis. Puis là, tu fais référence au bureau de crédit. Le fait que quand on fait une demande de prêt, ben, ça s'en va sur le bureau de crédit. On rentre dans le ratio d'endettement. Le ratio d'endettement qui est calculé de façon différente, peu importe l'institution financière, mais en réalité, on parle de 2 types de ratios, soit l'ABD ou l'ATD. L'ATD, c'est le ratio total, le ratio global. Donc, comment qu'on fait pour calculer un ATD? C'est super facile. On énumère la liste des passifs, la liste des obligations financières. Donc, ton paiement hypothécaire va rentrer là-dedans, ton paiement de taxes va rentrer là-dedans, tes paiements de voiture, si tu en as mensuels, ça rentre là-dedans. Si tu as une carte de crédit, comme la plupart des gens, ou même plusieurs, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un pourcentage du solde. Alors, exemple, tu as un solde de 5 000 sur ta carte de crédit, puis on va prendre, tout dépendant de l'institution, 5-3 habituellement, c'est ça qu'on voit, de ce solde-là qui va être appliqué en paiement mensuel, dans le fond. Et là, ça te donne un gros paiement total de tes obligations. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce paiement-là et on va le diviser par tes revenus avant impôt. Et ça va donner un ratio ATD, un ratio global d'endettement. Le ratio maximal varie en fonction des institutions financières. Ça, encore là, c'est de voir avec chaque prêteur. Puis l'ABD, lui, c'est un ratio qui est propre vraiment uniquement au logement. Donc, on va s'en servir principalement pour les demandes de crédit hypothécaire. Dans l'automobile, on ne se sert pas vraiment de l'ABD, mais ce qu'on veut voir, c'est qu'il y a un maximum de tant de pourcentage de ton revenu qui va pour hypothèque, taxes et chauffage. C'est ça qui comprend l'ABD. Lui, il n'y a pas d'autres dettes à part que ça. Donc, la SCHL, ça sert beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'ABD, entre autres. Puis c'est le fun qu'on parle de ce sujet-là parce que oui, ça nous sort un peu de l'immobilier, mais en même temps, ton livre, Ghislain, qui vient de sortir récemment, parle d'automobile, je ne me trompe pas, hein, la liberté financière, une porte à la fois. Fait qu'on le sait que dans l'auto, il y a des 3 portes, des 4 portes, des 5 portes. Fait que c'est le fun que tu parles d'automobile, Ghislain, dans un livre. Bien content, j'ai hâte de lire ça. Je suis pas sûr que c'est bien de l'auto, là, mais en tout cas. Non! Colin m'a cancellé ma commande. On va t'en fournir une copie, tu vas voir. On peut peut-être commencer par le premier sujet, si tu veux. J'ai sorti 6 thèmes qu'on pourrait échanger ensemble, toi et moi. Oui, exactement. Notre premier sujet, c'est comment on bâtit notre équipe de rêve en immobilier versus le domaine automobile. C'est sûr qu'il y a 3 personnes majeures à avoir dans notre équipe, quand on parle d'équipe de rêve du côté immobilier. Le courtier immobilier, c'est la première personne parce que tu peux pas tout faire dans la vie. Tu as besoin d'avoir des gens pour t'aider. Le coach, c'est certain qu'avoir quelqu'un pour te référer aussi si tu as des questions, des besoins. Et la personne qui va s'occuper de ton financement, que ce soit un courtier hypothécaire, un banquier ou peu importe, tu as besoin de ça. Après ça, on va aller avec l'entrepreneur général, l'inspecteur, l'évaluateur agréé. Fait que là, on peut se monter toute une série de gens pour être capable d'avoir une bonne équipe de rêve en immobilier. Est-ce que c'est la même chose du côté de l'automobile? Ça me rappelle tellement aussi un article que j'avais publié dans le temps que j'étais à la banque où est-ce que je sais pas si tu le savais, je me rappelle pas du chiffre exact, là. C'est vraiment trippant cette stat-là, c'est que quand tu fais une demande de financement ou que tu travailles sur l'achat d'un immeuble, il y a plus, Ghislain, de 100 personnes différentes qui vont avoir ton dossier dans leurs mains à un moment donné des différentes étapes. C'est capoté parce que juste nécessairement, on prend juste la banque, OK? À l'intérieur de la banque, évidemment, tu as le banquier que tu vas rencontrer. Ouais.
Mais lui, il le fait analyser par des souscripteurs en arrière. Il y a de la conformité qui passe par là. Fait que juste pour la banque, il y a peut-être 15-20 personnes différentes qui vont toucher à ton dossier. Mais après ça, tu rentres dans tous les corps de métier, le notaire, l'arpenteur, l'évaluateur. Fait qu'il y a près de 100 personnes, il me semble que c'était ça le chiffre, ou 80 ou 100 là, qui vont toucher à ton dossier. Fait que c'est fou quand tu dis l'importance de se bâtir une équipe de rêve, là, parce qu'à tous ces maillons-là différents, il peut arriver un pépin que si tu n'es pas bien entouré de spécialistes, de professionnels qui connaissent leur job, ben ça se pourrait. Puis surtout quand on parle à des investisseurs immobiliers, vous êtes tellement dans un domaine niché. Tu sais, c'est pas tous les courtiers hypothécaires qui connaissent ça, le financement pour les investisseurs immobiliers. Là. C'est pas tous les courtiers immobiliers qui connaissent ça, malheureusement. Tu sais. Je me rappelle, je sais pas si ça se fait encore, je pense dans le coaching double, vous le faites des, ben là, peut-être avec la pandémie moins, mais des visites, là, des genres de caravanes. Imagine le courtier immobilier qui est pas au courant que ça existe, cette façon-là de faire, puis qui, moi, parce que je l'ai vécu de l'autre côté de la médaille, OK, j'accompagnais les gens dans leur financement, puis à un moment donné, j'ai du monde qui me disent « Hey, là, c'est bizarre, François, là, d'après moi, je sais pas ce qui se passe, là, mais il y a 15 personnes qui sont venues visiter la maison en même temps. » Là, le client, il capote, là, il dit « Je sais pas c'est qui ce monde-là, là, c'est peut-être le crime organisé. » Tu sais, le monde, ils se font des scénarios. Parce que le courtier immobilier n'a pas été foutu d'expliquer à ses clients, ben oui, tu vas avoir des gens qui vont venir visiter, c'est des investisseurs, tu sais. Fait que il y a bien du monde qui ne savent pas comment ça marche. Puis dans l'automobile, je fais le parallèle parce que l'équipe de rêve, elle est super importante aussi. C'est sûr que c'est plus difficile de choisir chacun des intervenants dans l'automobile parce que souvent, la majeure partie d'entre nous, quand on s'achète une voiture, on va où? On va dans un concessionnaire automobile. Alors, dans le concessionnaire, on a tous les professionnels sous un même toit. Tu sais, as le service, les pièces, les ventes, satisfaction de la clientèle, réclamation de garantie, inventaire. Il y a plein de départements dans un concessionnaire qui forment un tout, mais ça, vous ne le verrez pas nécessairement. Fait que moi, je pense que c'est un conseil que je donne à tout le monde, peu importe ce que tu t'achètes dans la vie, c'est vas-y donc avec des références. Alors, parce que si tu prends un courtier immobilier au hasard dans les pages jaunes, en passant, si ton courtier immobilier est dans les pages jaunes, il est vraiment pas bon. Là. Tu sais, les pages jaunes, c'est mort, là, OK? On va se le dire. Fait que vas-y donc avec des références. Tu sais, parle à ton monde autour de toi. Y a-tu quelqu'un qui connaît un bon courtier immobilier? Je m'en cherche un pour tel type. Oui, moi j'en ai un, j'ai déjà fait un plex avec lui, il connaît son affaire. Parfait. Pourquoi tu ne ferais pas la même affaire dans l'automobile? Moi, j'aimerais ça m'acheter, je ne sais pas moi, une Lexus. Bon, mais y a-tu quelqu'un qui connaît un bon vendeur de Lexus, un bon concessionnaire de Lexus? Allez-y avec des références aussi. Regardez les reviews online. Hein, c'est une bonne façon d'avoir le pouls sur la compagnie. Est-ce qu'elle est sur la coche ou pas? Google fait des super belles reviews. Facebook aussi. Allez voir les commentaires des gens. Qu'est-ce que les gens disent? Puis, prenez le temps de choisir le dealer. Vous pensez, peut-être que ça n'a pas d'impact. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur prix. Je te confirme, ça a un impact. Parce que quand tu achètes une voiture, c'est comme quand tu achètes un bloc, quand tu achètes peu importe n'importe quoi dans la vie, c'est pas juste le prix qui est important. Tu sais, je me rappelle à mes années courtier hypothécaire, quand je recevais un appel puis que ça commençait par « Oui, bonjour François Bégin. Ouais, salut, c'est quoi ton taux? » Moi, je disais tout le temps la même réponse. « Ah, je suis à 10 d'intérêt. » Alors là, il y en avait soit qui raccrochaient ou qui disaient « Voyons, t'es le plus cher, ça fait 15 que j'appelle puis j'ai jamais eu un taux aussi élevé que ça. » Oui, mais là, j'expliquais que c'est pour te faire réagir que je dis ça. Je ne suis pas vraiment à 10 d'intérêt. Je veux juste que tu comprennes que le meilleur taux au monde, si ce n'est pas le bon produit pour toi, bien, ça se pourrait que je te conseille pas bien et que ça t'amène des pénalités dans le futur. Fait que tu es aussi bien de voir ça globalement. Puis même chose pour une voiture, il n'y a pas juste le prix qui compte, il y a la fiabilité, il y a la qualité du service que tu vas recevoir, il y a la valeur de revente. My God, c'est tellement important. On va en reparler tantôt dans les différents sujets qu'on va jaser. Mais bref, l'équipe de rêve, négligez-la pas pour l'automobile, elle est super importante. Ça va faire la différence entre une super belle expérience avec des professionnels qui sont structurés, bien équipés. Puis moi, je côtoie des concessionnaires à tous les jours de travail. Je vous le dis, là, arrêtez là, avec vos idées préconçues. Là. Oui, l'automobile, c'est un monde qui est vieillissant, puis il y a beaucoup de hustlers là-dedans. Mais tout le côté là, qu'on n'aime pas là, du vendeur de char, là, ben, je le vois de moins en moins. Là. Il y a vraiment des professionnels qui sont là, qui sont prêts à vous aider. Mais donnez-vous la chance, puis faites-vous plaisir, puis faites-vous une petite fleur en trouvant une référence de gens professionnels de votre côté. Là, tu essaies de redorer le blason des vendeurs. Oui, hein? Vraiment, vraiment. C'est une mission que je porte. Écoute, il est écrit comme ça, gros dans mon front. Hey, on a des nouvelles personnes du côté automobile. On a vu ça à la télévision l'année dernière. Là, c'est des
des brokers, ils font de la recherche d'automobile pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on paye l'automobile beaucoup plus cher à cause de ces personnes-là qui font de la recherche pour toi? Écoute, je trouve ça vraiment intéressant de voir des nouveaux modèles d'affaires qui grandissent, qui gravitent autour. C'est sûr que le modèle des concessionnaires, selon moi, c'est la meilleure façon d'avoir une équipe de rêve autour de nous parce que quand tu fais affaire avec un broker, tu n'auras peut-être pas tout le temps accès à cette équipe-là du premier coup, tout de moins. Moi, je trouve que l'idée est très originale. Ceci étant dit, je ne suis pas sûr que tu ne vas pas nécessairement avoir un meilleur deal que si tu le fais one-on-one avec le dealer parce que le monde n'aime pas négocier. Alors, moi, je vois ça comme un service, une convenience, le terme que je cherche en anglais. Là. C'est convenient dans le sens que c'est facile pour les gens qui n'ont pas de temps à perdre, qui ne veulent pas prendre le temps de magasiner, qui ont vécu des mauvaises expériences. Je trouve ça triste, mais il y en a que c'est ça, qui ne veulent pas retourner dans un concessionnaire. Ben, le service de broker que tu parles de courtier est le fun pour ces gens-là, mais il ne faut pas se faire d'idée. Là. Le courtier, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle un concessionnaire puis il négocie avec lui. Là. Fait que ton véhicule va venir d'un concessionnaire, puis il va se prendre une cote entre les deux. Ouais. Les courtiers ne font pas ça gratuitement. Fait que moi, je pense que si tu es bien outillé, que tu y vas par référence, que tu prends le temps de choisir, bien, tu vas avoir une aussi bonne transaction si tu y vas directement voir le dealer. Puis en plus, tu vas avoir bâti un lien d'affaires, un lien de confiance avec le concessionnaire. Excellent. On va parler de financement, François, maintenant. Oui. En immobilier, on est capable d'avoir différents types de financement. On peut avoir des balances de prix de vente. On peut avoir des collatérales qu'on va aller chercher sur d'autres immeubles. On peut faire de la location-achat, que je parlais tantôt, là, qu'il y a une formation qui s'en vient le 30 mai. Fait qu'il y a plein d'options qu'on va faire. Bien sûr, les banques et les prêteurs privés qui peuvent nous aider à financer. Du côté automobile, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Parce que la location-achat, si je ne me trompe pas, du côté immobilier est venue du domaine de l'automobile. Ça, là, moi, j'ai rencontré dans ma vie, dans ma carrière automobile, des gens qui m'ont marqué. Puis je salue Tony Melaxos avec son frère, qui sont des gens qui ont popularisé la location au Canada. Concept qui existait aux États-Unis avant. Et il y a deux frères très actifs dans l'automobile qui ont amené ça ici avec une entreprise. Puis au début, ça s'appelait leur entreprise Half a Car. Pourquoi Half a Car? Parce que avec la location, ben, tu pouvais financer la moitié de la voiture, right? Fait que c'était super intéressant, c'était révolutionnaire. Mais là, les gens, aujourd'hui, on connaît de plus en plus la location. Il y a des manufacturiers comme Toyota qui roulent à 80% de leur clientèle qui louent les voitures. Puis il y a d'autres manufacturiers qui sont émergents, qui sont au Canada depuis moins longtemps, qui commencent là, à monter dans la courbe. C'est sûr que pour un concessionnaire, moi, mettons, je vous parle de la part du concessionnaire quand j'accompagne mes clients. Avoir un client qui loue, c'est super intéressant parce que ça t'amène une récurrence de clients, une rétention de clientèle. Ouais. Mais mettons qu'on oublie le côté concessionnaire puis que je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde, les acheteurs. Puis en passant, moi aussi, j'ai écrit un livre, Ghislain, hein, tu le sais, mon livre fait jaser le titre « Boxeur, nouilles chinoises et finances ». Pourquoi les trois mots ensemble? Parce que en économie familiale au secondaire, on m'a appris à coudre des boxeurs, faire des nouilles chinoises, mais pas grand-chose par rapport à l'argent. J'aurais aimé ça en économie familiale que Claudette, ma prof d'économie familiale, que je salue, m'apprenne à compter, mettre de l'argent de côté pour m'acheter une voiture, m'acheter une maison. Fait que j'en parle là-dedans. La plug est en fait, je vous parlais de ça parce que la location, on la connaît. Mais du côté consommateur, puis moi, je les adore, les consommateurs, puis je leur parle, que ce soit dans ces livres-là ou dans d'autres formes de communication. La location, elle est populaire aussi pour une chose. Puis il y a du monde qui n'aime pas ça puis qui rejette ça du revers de la main en disant « Ouais, mais en location, tu vas tout le temps payer. » Je suis d'accord avec vous que tu n'es jamais propriétaire d'une voiture quand tu loues une voiture. Mais ceux qui ont lu le livre Rich Dad, Poor Dad là, de mon grand chum Robert Kiyosaki, livre, si vous ne l'avez pas lu, allez vous acheter ça tout de suite sur Amazon là, ou peu importe où. Là. Non, on va encourager le panier bleu. Qui vous explique là-dedans qu'une voiture, malheureusement, hein, Poor Dad qui a des beaux chars, mais que c'est pas super hot comme investissement. Alors, musique dramatique, ce matin, vous le savez peut-être pas, une voiture, c'est pas un investissement. Ça veut dire que ça va déprécier avec les années. Ouais. Alors que de l'immobilier, c'est un super investissement. Ça va prendre de la valeur avec les années. Mais ceci étant dit, je suis pas en train de vous dire de ne pas vous acheter de voiture. On a tous besoin d'une voiture, OK? Donc, pour les gens qui me répondent « Ah, la location, plus ou moins, parce que tu payes tout le temps », je vais te dire le revers de la médaille, c'est qu'en achat, de toute façon, tu payes tout le temps.
Quand ton char est fini de payer, ce qui va t'arriver dans plusieurs années, tout dépendant combien d'années tu finances ça, puis ça, c'est triste parce que, petite parenthèse, on est rendu très longtemps dans les termes de financement. Là. Il y a quelques années, on finançait un char sur 4 ans, 5 ans. Là, on est rendu sur du 7 ans puis du 8 ans, Ghislain. Fait que ça n'a aucun bon sens, mais bon, fin de la parenthèse. Quand ton char va être fini de payer, il ne sera plus garanti, guess what? Tu vas commencer à mettre de l'argent en réparation dessus, tu vas avoir des petits bobos, la carrosserie, tu vas avoir des petites réparations. Alors, tout ça va faire en sorte que tu vas tout le temps payer de toute façon. Puis en plus, ce qui coûte le plus cher, puis qui est souvent peu jasé par les gens qui parlent d'automobile puis de financement, ce qui coûte le plus cher pour une voiture, Ghislain, c'est quoi d'après toi? Non, la dépréciation. Yes! Je savais que tu ne décevrais pas ce matin. Effectivement, la dépréciation. C'est ça qui coûte le plus cher. Fait que ta voiture que tu payes 40 000, ben, à chaque année, elle perd un pourcentage de sa valeur pour qu'à un moment donné, dans 10 ans, elle vaut fuck all. Tu sais, t'as beau t'avoir acheté une voiture super haut de gamme. Bon, peut-être que là, si on va dans l'exotique, vous allez me trouver des exemples. Là, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des Ferrari, ça se peut que ta Ferrari garde sa voiture, sa valeur plus longtemps. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, des voitures, ça déprécie beaucoup. Puis, il faut faire le parallèle aussi parce que là, on parle d'auto ce matin, mais tout ce qui est véhicule récréatif, bateau, choses comme ça garde beaucoup plus sa valeur qu'une voiture, que de l'automobile. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise beaucoup moins et donc, ça garde un état beaucoup plus en santé longtemps. Donc, location à ne pas dénigrer. L'achat, c'est sûr que moi, les gens qui me disent je vais financer ma voiture sur 84 mois, je vais te poser une question, c'est OK, tu fais quoi pour te protéger? On va en reparler tantôt quand on va parler de fonds de prévoyance, mais il faut se protéger, il faut faire un achat intelligent. Après ça, on rentre dans tout ce qui est deuxième chance, troisième chance au crédit. Il y a de plus en plus de concessionnaires qui s'affichent comme étant des spécialistes là-dedans. Moi, je vous dis, faites attention, puis ça vient d'un banquier qui a fait du prêt privé. Faites attention avec votre plan de sortie. Alors, c'est quoi un plan de sortie? C'est bien beau, Ghislain, prendre une hypothèque pour sa propriété avec un prêteur privé à du 10, 13 15 Sauf que si tu n'as pas de plan de sortie et que tu ne sais pas comment tu vas sortir de là, je te garantis une chose, c'est que ta maison, tu risques de la perdre. Parce que ce n'est pas viable à long terme avoir un financement hypothécaire à du 10, 12, 15 C'est la même affaire pour l'automobile. Alors, tu peux aller voir des solutions de deuxième chance, troisième chance au crédit si tu as eu des pépins dans ta vie. Puis des pépins, il y en a plein. Tu peux avoir fait une faillite, ça c'est le pire des pépins. Tu peux avoir fait une proposition consommateur qui est aussi le pire des pépins. C'est la même chose qu'une faillite au niveau du bureau de crédit. Tu peux avoir, je ne sais pas moi, des impôts en retard. Tu peux avoir perdu ta job. Il y en a des gens présentement qui ont perdu leur job. Fait que c'est correct d'aller voir du financement deuxième, troisième chance. Par contre, c'est quoi ton plan de sortie? Comment tu vas faire pour sortir de là le plus vite possible? Et quand je dis le plus vite possible, là, c'est un horizon idéalement, là, 6 mois, 1 an. Dans l'automobile, quand ça fait plus qu'un an, là, ça commence à t'avoir coûté cher en tabarouette du 15, 20, 30 d'intérêt sur ta voiture. Là. Alors, qui dit deuxième chance dit taux un peu plus intéressant. Il y a des banques, comme je pense à TD, parce que j'ai travaillé là, qui offrent des taux du 6, 7, 8 quand même intéressant pour des gens qui ont des difficultés au niveau du crédit. Et là, quand on va dans du troisième chance, on peut facilement tomber dans du 20 et plus. Alors, plus le taux est élevé, plus il faut rester là le plus court possible à durer pour retourner vers du financement conventionnel avec un plan de sortie, avec donc des étapes pour rebâtir son crédit et être capable d'améliorer sa cote de crédit pour avoir accès à du financement intéressant par la suite. C'est pas mal ça les grandes lignes du mode financement créatif si on parle d'automobile, Ghislain. Il y a des nouvelles façons aussi d'acheter des voitures. On pourra en reparler tantôt. Sur le futur de l'automobile, comment ça s'enligne dans les prochaines années. Mais en général, là, location, achat, il y a des gens qui payent cash leur charge. Je trouve ça bizarre un petit peu, je vais être honnête avec toi, parce que d'un, ton cash, tu peux faire d'autres choses avec. Puis quand tu magasines intelligemment, tu vas voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de concessions et de manufacturiers qui font des taux tellement ridiculement bas. Tu as du 1, 2, 3 des fois du 0 d'intérêt. C'est ça, ton argent, tu peux l'utiliser plus intelligemment que ça. Puis si ton conseiller financier ne te rapporte pas plus que ça en rendement, change de conseiller financier de grâce. On a une question d'Alexandre Eman qui demande, fait que selon toi, c'est réellement mieux de louer que d'acheter, mais du côté monétaire, est-ce que vous avez fait des calculs? Avez-vous regardé sur une période de 10 ans, par exemple, lequel était le mieux?
Ça dépend vraiment de chacun, OK? C'est sûr que c'est une telle question qui revient. J'ai différents modèles, OK? Moi, je parle souvent de mon père quand je parle de ça. Mon père qui achète des voitures tout le temps usagées, qui ont 1 an ou 2, ils ont laissé passer la grosse dépréciation. Puis lui, ses voitures, il les use à la corde. Il les garde 10 ans, mais il va dans des marques qui sont très fiables. Fait qu'il n'y a pas de problème de garder sa voiture longtemps. Moi, je pense que c'est un peu le reflet de la société dans laquelle on vit, de consommation, qui est davantage sur le paraître maintenant. Moi, j'aime ça changer de voiture plus souvent. J'aime ça avoir le NEC Plus Ultra, la nouvelle affaire qui vient de sortir. Fait que moi, garder un char 10 ans, oublie ça ne m'intéresse pas. Alors, pour quelqu'un comme moi qui a plus la bougeotte, avoir une location, c'est super avantageux. Parce que si j'achète puis que je revends dans 2, 3, 4 ans, ben là, la dépréciation, peut-être pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Surtout si tu achètes avec 0 mise de fonds, les gens qui mettent 0 mise de fonds vont se trouver à financer 100% de la voiture, donc ils vont payer plus d'intérêts, ils vont avoir de l'équité négative, on connaît le terme équité négative en immobilier, mais il s'applique aussi dans l'automobile. On l'appelle la fameuse balloune et ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Fait que moi, je recommande, si vous êtes capable de mettre un petit pourcentage de mise de fonds, des fois, ça peut être un 5-10% si vous pouvez. En location, peut-être plus ou moins, parce que souvent les taux sont bas, puis il n'y a pas vraiment d'avantage à part baisser les paiements mensuels, mais c'est du cash que tu mets dans le foyer, dans le sens que tu le retrouveras pas. Non, définitivement. Puis oui, je vois Sébastien qui commande sur les avantages fiscaux de louer. Effectivement, il y a des gros avantages fiscaux. Parlez avec votre comptable, votre fiscaliste, mais si vous êtes à votre compte, que vous avez des revenus d'entreprise, que vous êtes incorporé, la location, moi, dans mon cas, je suis un travailleur à commission, je peux passer donc des dépenses d'impôts à la fin de l'année, déduire des dépenses. Définitivement que la location est avantageuse financièrement versus amortissement, puis là, on peut en déduire moins tout simplement. Excellent. On a Dominique qui demande comment fonctionne le financement à 0% d'intérêt par les concessionnaires. Il y a quelqu'un qui doit payer l'intérêt quelque part. C'est clair. Salut Dominique, je te salue en passant, courtier hypothécaire de la région de Québec, super compétent. Petite plug. C'est une bonne question, Dominique. Puis il n'y a rien de gratuit dans la vie, effectivement. Du 0%, c'est subventionné par les manufacturiers. Alors, ce qu'ils vont dire, c'est OK, moi, j'ai un véhicule X que je mets sur le marché pour être compétitif par rapport aux offres puis tout ça, ben, au lieu de faire un prix de vente qui est là, ben, je vais le vendre un petit peu plus cher, mais je vais subventionner, je vais, dans le fond, subventer, le beau mot en anglais, ben, le prix de vente avec un petit peu d'argent là-dedans pour être capable de faire un taux d'intérêt subventionné. Alors là, vous me dites, ouais, mais donc je me fais avoir si je paye ma voiture cash, parce que là, mais souvent dans les programmes mensuels que les concessionnaires reçoivent, il y a des rabais pour les gens qui payent cash. On fait un petit rabais, un escompte sur la voiture pour pas que vous soyez pénalisé. Ceci étant dit, payer une voiture cash, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Moi, je vous recommande définitivement d'en mettre un petit peu, mais de le financer sur un terme intelligent. 84-96 mois, vous n'êtes pas protégé, ce n'est pas vraiment une bonne chose à faire, mais des fois, on n'a pas le choix. On a Robin qui dit qu'il a fait tout un achat, il a été recommandé pour un F-150. C'est la marque à aller choisir dans le cas des camions, puis non, c'est pas j'en ai un, c'est pour ça que les connaisseurs conduisent le F-150. J'ai un financement à 0%, 64 mois sur mon F-150. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un meilleur taux que ça, quelque chose de plus avantageux que du 0%? Robin, non. Je pense pas que le dealer va te faire du moins 1%. C'est vraiment bon. Comme du 0%, là, c'est imbattable. Là. C'est sûr, comme je le disais tantôt, pour la réponse de Dominique, il n'y a rien de gratuit, c'est subventionné, mais quand même, c'est super intéressant. Quand vous voyez des offres à 0%, là, faites-le, puis n'hésitez pas une seconde. Là. On a Rima qui dit « J'ai acheté un Jeep à un prêt de 5,99% il y a 2 ans pour 6 ans. Je peux payer avec ma ligne de crédit, ma marge de crédit, mais en même temps, je peux utiliser ma marge de crédit pour investir en immobilier. C'est quoi votre conseil? » Moi, je te retourne la question, ricochet, Ghislain. 5,99%, est-ce que c'est un investissement immobilier qui est réaliste d'atteindre ça ou on est capable de faire plus? On est capable, c'est sûr qu'on est capable de faire plus. Si tu prends l'argent qu'il y a de disponible, c'est certain que si l'argent reste dans la marge de crédit et ne sert à rien, ben là. Tu oses même de se débarrasser de son prêt de 5,99. Si la personne investit en immobilier, c'est sûr qu'on est capable d'aller chercher plus que ça. Puis quand je vous disais tantôt que c'est des vases communicants, c'est une question qu'on me pose souvent.
là, j'ai des dettes, François, qu'est-ce que je paye en premier? C'est-tu ma carte de crédit, mon hypothèque? La logique là-dedans, c'est de payer ce qui coûte le plus cher en premier. Tu as une carte de crédit à 18%, my God, laisse pas ça qu'un solde dessus, paye-la, ça presse. Fait que si tu as un prêt à 5,99 RIMA, OK, c'est pas un taux à 0%, c'est excellent, 5,99 pour une voiture, mais que tu es capable, ton argent, de t'en servir pour investir dans un levier comme l'immobilier qui est extraordinaire, my God, laisse ça là à 5,99, fais tes paiements, puis prends ton argent pour investir. Là. Et Robin qui revient avec sa question du F-150, il dit, je voulais dire location, est-ce que je suis mieux de payer avec 0% ou de... Ben là, Robin, si j'ai lu tantôt, tu dis pour mon travail, ça dépend. Tu sais, es-tu incorporé? Est-ce que tu es employé? Est-ce que tu vas pouvoir passer des dépenses? Je ne sais pas comment ton setup de fait. As-tu des allocations mensuelles? Tout ça peut varier. Je te dirais, parle avec ton comptable en fonction de ta situation particulière. Puis ton comptable va te le dire. Tu es mieux de louer, tu es mieux d'acheter. Donc, définitivement que c'est ce que je ferais à ta place là. D'accord. On va parler des fonds de prévoyance. En immobilier, on a tout le temps, quand on achète un immeuble, quand on achète une maison, il faut tout le temps prévoir pour des rénovations. On sait jamais, on a une bonne idée lors de l'inspection, qu'est-ce qu'il y a comme rénovation à faire. Mais au départ aussi, il faut avoir un petit peu d'argent dans le compte de banque pour payer les taxes municipales, les taxes scolaires, l'entretien qui pourrait arriver. Tu commences pas avec zéro dans ton compte de banque. Qu'est-ce qu'il y en est pour les fonds de prévoyance pour l'auto? Je suis tellement content qu'on parle de ce sujet-là. Je ne sais pas qui a pensé à ce sujet-là, mais c'est un génie. C'est moi. Dans l'automobile, oui, il faut prévoir un fonds de prévoyance. Et je m'adresse à vous, les amis, vous ne le faites jamais. Moi, là, je parle avec mes directeurs financiers en concession là, qui posent la question tout le temps à leurs clients. Vous avez prévu combien de budget pour l'entretien, les fonds de prévoyance? Puis, les clients, ils ne savent pas. Moi, mettons, là, je ferais un vox pop dans la rue, là, comme Guy Nantel. Là, il n'en fera plus parce que ça va en politique. Là. Mais je me promènerais avec un micro et je dirais, combien ça coûte une voiture par année? Là, je ferais parler les gens. Les gens, ils n'ont aucune idée combien ça coûte une voiture par année. C'est vrai qu'on est déconnecté de nos finances. On ne sait pas combien d'argent, même combien d'argent on gagne. Des fois, le monde ne savent pas combien ils gagnent. Je trouve ça ahurissant, nouveau mot. Bref, fonds de prévoyance automobile. Combien ça coûte une voiture d'entretien par année? Bien, le CAA parle de entre 800 et 1000 $ par année en moyenne, tout dépendant du modèle. Et d'ailleurs, sur le site du CAA, il y a un calculateur d'entretien. Donc, c'est génial parce que tu peux rentrer la marque, le modèle, l'année, ton kilométrage annuel, le prix de l'essence dans ta région et le calculateur va te dire combien tu devrais mettre d'argent de côté par mois ou par année pour ton fonds de prévoyance pour ta voiture. Fait que j'adore cet outil-là. Puis c'est bon de le réaliser comme consommateur parce que souvent, le client va aller dans le concessionnaire puis il va dire moi, j'ai un budget de 350$, 400$ par mois pour ma voiture. OK, fine. C'est-tu un budget global incluant l'entretien ou c'est un budget pour ton paiement mensuel? Posez-vous donc cette question-là. Fait que quand va venir le temps plus tard de faire un choix éclairé, bien, vous allez savoir en quoi votre budget consiste, puis vous allez pouvoir mettre des sous de côté. Parce que c'est ça le problème. Quand je vous dis encore une fois que tout ça, c'est un vase communicant, tu sais, là, on pose la question à un syndic de faillite, là. Si les clients que tu vois dans ton bureau, là, c'est quoi la principale cause de faillite, là? Bien, il y a deux choses. Il y a, oui, OK, le côté maladie, c'est pas de ta faute, c'était une bad luck de vie, tu n'étais peut-être pas bien assuré avec des assurances, tout ça, mais il y a le côté aussi mauvaise décision, mauvaise prévoyance, parce que l'inverse d'un fonds de prévoyance, c'est de ne pas prévoir. Et si tu ne prévois pas puis que la vie te jette des choses impondérables, comme ce qu'on vit présentement, on est dans le meilleur exemple présentement de mettre de l'argent de côté, à quoi ça sert. 60% des Canadiens n'épargnent pas. C'est terrible ce que je te dis là, Ghislain. Ça veut dire que c'est 40% des gens qui épargnent. Ça veut dire que 60% d'entre nous vivons de paye en paye. Moi, je recommande à tout le monde qui m'écoute de mettre 3 mois de salaire de côté. Guess what? Si tu avais eu 3 mois de salaire de côté aujourd'hui, tu ne serais pas en train de capoter avec la PCU, le chômage, là, ton revenu qui a baissé. Le loyer à payer. Capoté. Fait que là, il est tard un peu, puis je ne suis pas un donneur de leçons. Je vais juste te dire, souvent, quand on parle de finances personnelles, ça ne t'intéresse pas. C'est un sujet qui n'intéresse pas les gens en général dans la société. Je pense que ta crowd des mots faciles s'intéresse plus que monsieur, madame, tout le monde parce que vous le savez, l'importance d'un bureau de crédit puis d'avoir de l'argent de côté. Mais s'il vous plaît, mettez des sous de côté puis prévoyez
le budget d'entretien de la voiture. Juste pour les gens qui nous écoutent présentement, nous sommes en entrevue avec François Bégin. On parle de financement automobile et d'immobilier aussi en même temps. Hey, si vous aimez nos entrevues du matin, envoyez-nous donc un petit pouce, un cœur. Et pour les gens qui nous connaissent un peu moins, qui n'ont pas Imo Facile dans leur fil d'actualité, allez cliquer sur J'aime Imo Facile. Fait qu'à chaque entrevue que je fais le matin, vous allez l'avoir dans votre fil d'actualité. On a une bonne question de Mana. Et la cote de crédit, est-ce qu'elle est plus impactée du côté location ou du côté achat d'une automobile? C'est la même affaire. C'est pareil, Manon. Il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, ça va être rapporté sur ton bureau de crédit. Donc, tu vas voir, dans le fond, une ligne, comme si tu avais ouvert une carte de crédit, mais là, on appelle ça un prêt indirect là, à la consommation. Donc, ça va être rapporté dans les deux cas, autant location qu'achat. Ce qui va être rapporté sur ton bureau de crédit, puis c'est ça que les banquiers vont prendre, c'est ton paiement mensuel. Alors, si c'est un paiement mensuel de 800 $ par mois. Tantôt, je te parlais de ratio d'ABD, ATD. Ben, tu vas être imputé de 800 $ par mois sur ta capacité d'emprunt futur. C'est pour ça que de rester dans des paiements mensuels qui sont réalistes, puis même si la banque te dit oui, c'est beau, je te prête, ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi. La préqualification bancaire et hypothécaire, d'après moi, c'est la meilleure source de marketing d'une banque. Moi, quand j'étais banquier, puis que les gens venaient me voir, puis qu'ils me disaient, je peux emprunter combien, François? Puis que je te disais, je peux te prêter pour une maison de 400 000. Si tu allais t'acheter une maison de 400 000, c'est toi le cave. Là. Excuse-moi mon français à matin, mais c'est pas parce que la banque te dit oui que c'est bon pour toi. Parce que le paiement mensuel d'une hypothèque de 400 000, c'est pas la banque qui va le faire, c'est toi. Fait que de s'endetter au maximum, parce que quand la banque te dit on tolère un ratio d'endettement de temps, là, ils ne prennent pas en considération que ça serait le fun peut-être de mettre de l'argent de côté, d'épargner un peu, de rembourser nos dettes. Fait que plus tu en libères, moins tu t'accotes au fond, plus tu as du lousse, plus tu respectes et moins la vie est difficile, my God. Exact. On a PM Beaulieu qui dit, à mon avis, le mieux, c'est d'acheter seconde main. Si on cherche à économiser, on a Sophie qui demande, c'est quoi le calculateur du CAA que tu parles? C'est directement sur le site du CAA? Bon, Sophie, tu mets on the spot, bougez pas, je vais aller faire une petite recherche. C'est marqué dans Google, là, CAA, calculateur, entretien. Vous allez trouver un site qui est merveilleux qui s'appelle, c'est Driving Cost en anglais, calculateur de coût d'utilisation d'un véhicule. Alors, le site, c'est coût, C-O-U-T-S, d'utilisation, tout en un mot, D-U-T-I-L-I-S-A-T-I-O-N.caa.ca. C'est la meilleure adresse que je peux vous donner pour ça. Cool, merci Sophie. Merci Sophie. Ça me fait plaisir. Merci François pour la réponse. Hey, on veut parler d'optimiser sa valeur. On sait qu'en immobilier, on est capable d'optimiser la valeur de son immeuble en augmentant les revenus, en diminuant les dépenses. On ajoute Internet, on fait des rénaux, on ajoute le câble, l'électricité. Est-ce qu'on est capable d'optimiser la valeur de son véhicule, surtout lorsqu'on veut le revendre? Vraiment. Comment on peut faire? Vraiment. Puis, c'est encore une fois, tantôt, je t'ai posé la question, puis tu as eu 10 sur 10. C'est quoi la plus grosse dépense par rapport à une voiture? C'est la dépréciation. Donc, on veut se prévaloir, se prémunir, se protéger contre la dépréciation, voilà, de plusieurs façons. Tantôt, je vous parlais de garantie. C'est un sujet qui m'est proche du cœur parce que c'est ça que je fais dans la vie, conseiller les gens là-dessus, entre autres. Mais mettons qu'on parle à 360 degrés, là, 30 000 pieds dans les airs, on parle d'entretien. OK? J'ai une statistique qui fait mal. Au Québec, le nombre de visites par année dans notre concessionnaire ou notre garage pour faire entretenir votre véhicule versus le reste du Canada. Au Québec, on y va 2,9 fois par année et dans le reste du Canada, 3,2 fois. Ça veut dire qu'au Québec, on est cheap. Ça veut dire qu'au Québec, on n'entretient pas bien nos véhicules de façon générale. OK? Et ça veut dire quoi? C'est qu'un véhicule bien entretenu va d'abord avoir une meilleure économie d'essence. Ceux qui ont des véhicules à essence, vous allez avoir une meilleure économie si tu fais tes changements d'huile, si tu fais les programmes d'entretien recommandés par le manufacturier et une meilleure valeur de revente. Parce que quand on vend notre véhicule, s'il y a des petits cling-cling, des petits bling-bling, des petits bruits là, bizarres, si la lumière check engine est allumée,
Okay? Ça arrive, ça, qu'on vend notre véhicule puis qu'il y a une petite lumière dans le dash. Puis des fois, les dashs, c'est des sapins de Noël. Il y a plein de petites lumières d'allumer dans le dash. Bien, c'est sûr que tu vas avoir moins d'argent que si tu vends une voiture qui est impeccable, qui est bien entretenue, que tu as fait ton entretien recommandé, puis que tu es capable aussi de prouver au prochain propriétaire avec une pile de factures. Voici, moi, là, comme propriétaire, j'ai fait faire tout l'entretien, voici la pile. Moi, j'ai assisté à différentes causes aux petites créances, entre autres, là, sur des cas entre des poursuites là, de clients pas contents qui poursuivent l'ancien propriétaire, qui disent je me suis fait avoir avec mon achat, non, tu m'avais caché de telle affaire. Mais le juge, ce qu'il demande, là, c'est as-tu tes preuves d'entretien? Puis c'est la même chose pour l'immobilier, Ghislain. J'en ai vu aussi des cas où est-ce qu'il y avait des poursuites pour vice caché. Puis là, le juge, la question qu'il pose, c'est avez-vous une preuve que vous avez fait inspecter la maison ou est-ce que c'est un bien de qualité que vous avez acheté? Ben là, mon beau-frère, il est venu avec une bière, il m'a dit que c'était correct. Ça ne marche pas, ça, là, OK? Ça prend des preuves papier. Fait que ça optimise la valeur de revente d'être capable de prouver que tu as fait l'entretien. Fait que ça, les gens ne prennent pas ça en considération. Après ça, est-ce que ton véhicule est encore garanti? Et ça, c'est une question qui crée bien des polémiques. Là. On va voir, là, il va y avoir plein de commentaires qui vont défiler. Les garanties prolongées. Okay? Moi, j'aime pas ce terme-là parce que quand tu dis garantie prolongée, ça sonne cheap. Ça sonne garantie de micro-ondes pas bonne que tu prends chez Future Shop et qu'on ne payera pas quand on a le temps de réclamer. Oui, il y en a de ça dans le marché, des garanties pas bonnes. Mais quand on parle de protection contre les bris mécaniques, souvent, ça va être le manufacturier qui va te l'offrir, c'est brandé par le manufacturier. Si tu achètes un Hyundai, ça va être la protection Hyundai. Si tu achètes un Kia, protection Kia. Pareil partout. Cette protection-là, tu peux y faire confiance. Ce n'est pas une garantie prolongée de deuxième ordre pas bonne. C'est une garantie prolongée de qualité. Et là, vous me voyez venir, hein, on parle d'optimisation de valeur. Si vous ne me croyez pas là, que ça optimise la valeur de revente d'un véhicule qui est encore garanti, moi, je vire ça de bord. OK? Mettons, Ghislain, tu te magasines une nouvelle voiture, toi, cette semaine. Puis exact. Là, le concessionnaire te fait une offre. Il va dire, Ghislain, j'ai 2 propositions à te faire. OK? Le scénario A, la voiture, comme tu l'aimes, est à 40 000 et garantie 5 ans, 100 000 kilos. Mais j'ai un spécial de la semaine. C'est la même voiture, mais au lieu de la faire à 40 000, je t'ai fait à 38 000, mais celle-là n'est pas garantie. Laquelle des deux tu veux? Les clients vont... C'est sûr qu'on va prendre elle qui est garantie pour 2000. C'est clair, c'est clair. Alors, pourquoi ça serait différent lors de la revente de la voiture? Bien, si on regarde, mettons qu'au bout de 3 ans, on va acheter un véhicule, puis un véhicule qui reste encore la garantie du manufacturier, puis l'autre, il n'y en a plus, c'est sûr que le véhicule avec la garantie va se vendre tout de suite, là. Le problème qu'on a, c'est que les gens ne vendent pas leur char après 3 ans parce qu'après 3 ans, ils ont financé sur 84 mois puis ils ont encore trop là, un gros solde. Fait que souvent, ils vont la vendre après 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et là, la voiture est plus garantie. Fait que quand tu prends une protection contre les bris mécaniques, c'est peut-être pas toi qui vas s'en servir parce que ça se pourrait que dans les 4 premières années, en passant une voiture, elle a plus de chances de briser quand il n'est plus garanti. C'est fait de même. Il y a du monde dans des bureaux là, qu'on appelle les actuaires qui calculent ça. Mais bref, quand tu prends une protection bris mécanique supplémentaire, c'est pas pour toi nécessairement, c'est pour ton prochain acheteur. Que quand tu vas vendre ta voiture, si tu dis, hey, moi, là, elle a 5 ans, ma voiture, mais elle est encore garantie complète pour 2 ans, my God, là, ton char est intéressant, puis là, tu optimises ta valeur de revente. Fait que garantie, bris mécanique, les gens qui louent, mettez pas de côté du revers de la main les protections de fin de bail, que ce soit une protection esthétique, protection contre l'usure, parce que ça, c'est encore une fois une cause d'insatisfaction de la clientèle. Les gens pensent qu'en louant, c'est pas grave, moi, je fais ce que je veux avec mon char, puis dans 4 ans, je redonne les clés. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que si ton char, dans 4 ans, il est tout bossé, il est graffiné, tu l'as magané, tu as fait du hors-route avec ta Civic, ça se pourrait que chez Honda, ils te disent, hey, buddy, tu me dois 2000$ pour que je remette ton char en ordre. Fait que protégez-vous avec des protections qui sont là, puis ça va optimiser votre valeur, puis faire en sorte que vous ne mettrez pas la main dans vos poches dans le futur. Excellent. On a une question d'Ahmed qui demande, est-ce que la dépréciation, c'est pareil avec un véhicule électrique ou un véhicule à essence? C'est une bonne question, Ahmed, puis il est encore un petit peu tôt pour répondre à ça parce que les véhicules électriques, c'est quand même relativement nouveau dans le marché. Il y a 2 écoles de pensée. Okay? Il y en a qui disent « Ah, c'est l'avenir de l'automobile, on s'en va vers là ». C'est drôle, mais certains manufacturiers très solides et très sérieux mondialement comme Hyundai, oui, vont dans l'électrification, mais développent aussi en parallèle les véhicules à hydrogène. Alors, l'hydrogène aussi n'est pas à dénigrer. Ceci étant dit, je ne le sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Il y en a d'autres qui disent d'un autre côté,
peut-être que les batteries sur la durée de vie, ça coûte cher à réparer. Peut-être que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur investissement. Fait que je sais pas la valeur à long terme. Fait que tu sais, ça dépend de la voiture, ça dépend de ce que tu regardes. Mais c'est important de regarder les comparables et de dire, OK, tu sais, tantôt on disait que ça coûte cher la dépréciation, mais mettons, tu vas regarder en arrière. OK, je sais pas, tu magasines, on va nommer un modèle, là, un Hyundai Santa Fe. OK, bon. Tu dis, moi, j'aimerais ça un Hyundai Santa Fe. Puis là, tu vas voir combien ça se vend aujourd'hui. Mais allons faire un autre exercice. Allons voir combien ça se vend un Hyundai Santa Fe de v'là 4 ans, de v'là 5 ans. Puis compare-le avec d'autres similaires pour voir lequel va garder le plus sa valeur dans le marché. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est de l'argent qui va te revenir dans tes poches. Tu sais, j'ai toujours en tête l'histoire d'une cliente que j'avais quand j'ai commencé à vendre des voitures. Une de mes premières clientes, elle me dit bon, moi, François, j'ai pas un gros budget, là, j'ai 250$ par mois maximum. Puis j'hésite entre, moi je vendais des Toyota, la Echo ou dans ce temps-là, c'était la Hyundai Accent. Bon, la Echo qui est l'ancienne Yaris, ceux qui ne la connaissent pas. Fait que là, moi, je calcule tout ça, puis j'arrive, je dis, ben, la Toyota, madame la cliente, est un petit peu plus chère par mois, mais elle coûte pas mal moins cher au niveau de l'essence. Il y avait une différence d'essence, puis ça faisait que la cliente, ça coûtait 20$ de moins par mois rouler globalement la Toyota que la Hyundai, mais par mois, il fallait qu'elle fronte un paiement mensuel, mettons, de 30$ plus cher. Mais elle ne voyait pas le coût global d'utilisation avec le paiement de la voiture puis le paiement de l'essence. Oui, mais je ne peux pas la prendre, elle me coûte 30$ de plus. Oui, mais globalement, elle vous revient à 20$ de moins. Il y en a qui ne sont pas capables de faire départager comme ça les revenus. Fait que, bref, je n'ai pas vendu cher à cette madame-là. Puis, God bless, là, j'espère que ta Hyundai Accent va bien encore. Là. Puis, on a une question ici. Est-ce une bonne idée de Michel? Est-ce une bonne idée d'aller financer une voiture qui a été payée cash pour investir la différence en immobilier? Si oui, comment on procède? C'est une bonne idée, mais ça aurait été une bonne idée de le faire avant, Michel. Je ne veux pas te mettre sur le spotlight parce que financer une voiture que tu es déjà propriétaire de, tu n'auras pas des bonnes conditions, tu n'auras pas accès à du 0%, tu n'auras pas des taux d'intérêt. Il va falloir que tu fasses ça sous la forme d'un prêt personnel ou une espèce d'accordé là, que je recommande plus ou moins parce que souvent les taux ne sont pas bons. Donc, peut-être pour toi, je ne sais pas quelle que tu as comme voiture, mais peut-être de considérer l'idée de revendre ta voiture et d'en racheter une nouvelle avec les meilleures conditions du marché pour garder ton cash pour investir, ça serait quelque chose que je regarderais à ta place. D'accord. On termine avec le futur dans 10-15 ans. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu vois avec l'automobile? Moi, dans l'immobilier, c'est sûr que je vois des augmentations de valeur parce que on regarde les 25 dernières années, on a eu 6 points quelques % annuellement d'augmentation de valeur sur l'immobilier. Et je vois que le condo, dans les prochaines années, va prendre beaucoup, beaucoup plus de place parce qu'il s'en fait plus de terrain. Le bon Dieu n'en crée plus de terrain. C'est que là, ils construisent en hauteur pour être capable d'être dans les centres-villes, dans les villes principalement. Fait que l'immobilier va être encore une valeur sûre. Ça l'a tout le temps été. Tu as payé ta maison 100 000 là, 20 ans, ben maintenant, on en vaut 400, 500 000. Fait que c'est une bonne valeur sûre. Mais qu'est-ce que tu vois, toi, dans ta lunette en avant, là, pour le futur de l'auto, c'est quoi? Bien, je veux t'amener sur d'autres choses ici. Mettons qu'on philosophe un peu, OK? Ouais, y a-tu, d'après toi, Ghislain, là, avec une boule de cristal, là, des façons différentes d'investir dans l'immobilier qui vont arriver dans le futur? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements majeurs? Parce que ça fait quand même longtemps que l'immobilier est similaire. Il y a des choses qui ont poussé, comme je pense à Airbnb, qui pauvre le temps d'années. Mais y a-t-il des nouveaux moyens d'être propriétaire qui vont émerger? C'est un peu là que je voulais amener la discussion. Ben, moi, le social, comme on a avec Uber, comme on a avec Airbnb, selon moi, il va se passer quelque chose du côté social, mais je sais pas quoi. Je sais pas si ça va être un partage de maisons, s'il y a des gens qui vont en acheter en groupe, comment que ça va l'échanger. Là, on commence à voir les locations de sous-sol pour, tu mets ça sur un genre de Airbnb sur Internet, un garde-robe de libre, tu es capable de louer. C'est que le côté social va s'en venir de plus en plus fort, mais je suis pas capable de le dire en avant. Ça va être quoi? Oui, exactement.
Puis j'ai lu quelque part on parle de CHSLD, c'est très triste ce qui se passe présentement, là. Mais je pense que ça va redéfinir la façon que les personnes âgées vont vouloir vivre la fin de leur jour. Peut-être qu'il va y avoir des regroupements de personnes âgées qui vont dire, ben nous, on veut garder notre maison, fait qu'on va se réunir ensemble, on va acheter un immeuble ensemble, puis avec l'argent qu'on va sauver, bien, on va s'engager une ressource à domicile. Peut-être qu'il va y avoir de ça aussi. Mais bref, pour philosopher un peu sur le futur de l'automobile, évidemment, il y a plein de nouvelles choses qui poussent. On pense à des car-to-go, des car sharing en anglais, là, des partages de voitures. Donc ça va gagner en popularité aussi. Mais n'oublie pas une chose. Il y a des compagnies qui travaillent très fort présentement sur l'électrification, on en a parlé rapidement, mais aussi le côté pilotage automatique, conduite automatisée. Je pense à Google aux États-Unis, là. Je ne sais pas, Google sont rendus à combien de millions de kilomètres de tests là, en Californie. Là. Mais ils ont des voitures. Moi, je me rappelle, je vendais des Lexus en 2002-2003. Ils avaient commencé à l'époque à faire des tests. Là. Fait que ça fait longtemps qu'ils en font des tests sur la conduite autonome. Et si on philosophe encore là-dessus, puis qu'on se dit, OK, où c'est que ça va nous amener sur la conduite autonome? Parce que imagine, la prochaine étape, c'est qu'à un moment donné, on va autoriser des livraisons. Alors, si tu te commandes, je ne sais pas moi, du Pizza Salvatore, mais le livreur de Pizza Salvatore, je sais que dans ta crowd des mots faciles, il me semble que tu avais une histoire avec un livreur de pizza. Oui, à Québec. Oui. Oh, mais c'est le fun qui se recycle en investisseur immobilier parce qu'éventuellement, sa job de livreur de pizza, elle n'existera plus, right? Parce que ça va être remplacé par des robots, par de l'intelligence artificielle. OK, mais on va plus loin dans cette réflexion-là. Alors, il va y avoir des systèmes dans nos voitures qui vont faire que la voiture va se conduire toute seule. Et là, c'est pas dans 50 ans, là. Non, on est en train de développer ça là. Ouais. Alors, imagine si ta voiture n'a plus besoin de toi pour la conduire. OK, mais on philosophe encore. Tu parlais d'Airbnb. Le pendant dans la voiture de Airbnb, c'est Uber. Uber, là, s'il existe, c'est pour une seule raison unique, c'est que les autres, ils ne veulent pas être propriétaires d'une flotte de voitures. Ils veulent avoir accès à vos voitures. Oui. Alors, mettons, moi, j'ai une voiture qui se conduit tout seul, OK? Puis je fais du 9 à 5, je m'en vais travailler. Puis de 9h à 5h, mon char est dans le parking puis il est en train de déprécier. C'est une dépense inutile, complètement farfelue. Si pendant 9 à 5, je peux peser sur un bouton puis que mon char va faire du Uber pour moi, pour générer des revenus passifs pendant que je travaille, c'est malade, là. Mais c'est là qu'on s'en va, Ghislain. Alors, ça veut dire qu'on n'est peut-être plus tous être obligés d'avoir des propriétaires d'une voiture. Peut-être que c'est juste 30-40% d'entre nous qui sont obligés d'avoir une voiture parce que s'il y a beaucoup d'offres de gens qui font du Uber comme ça, ben les prix vont diminuer. Ça va coûter moins cher à faire une course. C'est pour ça que l'industrie du taxi, je vous salue s'il y en a qui nous écoutent, malheureusement, c'est voué à mourir. Parce que dans la forme qu'on la connaît aujourd'hui avec des chauffeurs, c'est pas ça le futur. Le futur, c'est vraiment sans chauffeur et c'est là qu'on s'en va. Donc, vous comprendrez que moi, dans mon travail, je suis au cœur de grands changements. Autant les changements au niveau du commerce de détail, de la manière qu'on achète les affaires, avec Amazon et tout ça en ligne. Moi, malheureusement, dans mes dealers, je les salue. C'est des gens extraordinaires, des entrepreneurs extraordinaires qui bâtissent des belles PME. Il y en a pour eux autres que le commerce en ligne, on n'est pas rendu là. Moi, quand je me fais ça, je me pose des questions parce que la clientèle est rendue là. C'est pas parce que toi, ton commerce, t'es pas rendu là que la clientèle n'est pas rendue là. Les gens, là, si vous pouviez acheter une voiture dans le confort de votre salon, comme vous faites sur Amazon, choisir vos couleurs, vos options, ton financement, vous le feriez, je suis convaincu. Les gens demandent ça. Mais l'industrie automobile n'est pas rendue là encore, malheureusement. Alors, au cœur de grands changements. Excepté Tesla qui est rendu là. Oui, mais Tesla puis Hyundai aussi, il y a beaucoup de manufacturiers qui commencent tranquillement, mais ça commence alors que ça fait longtemps qu'Amazon est là. Donc, moi, j'ai décidé de parfaire mes connaissances, puis mon petit projet personnel, parce que je ne suis pas un gars assez occupé, il faut croire. Je me suis inscrit à un certificat à l'Université Laval en gestion du leadership du changement, parce qu'il va y avoir des grands changements dans l'automobile, dans les finances, dans le commerce. Donc, j'ai voulu être capable de m'outiller pour aider mes concessionnaires à naviguer à travers ce changement-là. Puis, je suis allé me parfaire à l'école. Donc, voilà. Ah ben, tabarouette, il nous annonce qu'il retourne ses bancs d'école. C'est du temporaire, là, c'est du temps partiel. Là. Je fais un cours par session on the side. Là. Hey, on a eu une question. Peux-tu nous rappeler le nom de ton livre et le mettre tranquillement devant l'écran
pour que les gens puissent le voir, s'il te plaît? Alors, boxeur, nouilles chinoises et finances. Alors, c'est disponible non pas en librairie parce que ça ne me tentait pas de me faire avoir puis de faire juste 2 piastres par livre vendu. Fait que j'ai décidé d'être autonome et de le vendre moi-même sur mon livre, sur mon site françoisbégin.com au coût de 20 enfin, boxeur, nouilles chinoises et finances. Si vous voulez le commander, je vais vous l'envoyer avec plaisir. Puis c'est tout moi qui fais ça. J'ai parti mon projet, puis je me suis auto-édité, puis je suis bien content de le faire. Puis merci de la tribune. Merci aux gens qui sont intéressés. Puis moi, je vous encourage, si je peux conclure là-dessus, c'est à vous intéresser davantage à vos finances personnelles. Pensez pas qu'en étant sur l'autopilote, justement, tout va se gérer par nous-mêmes. On est encore à un mode où est-ce qu'il faut mettre la main dans nos finances, il faut gérer ça, il faut s'y intéresser si on veut être capable de prospérer puis de devenir des investisseurs immobiliers qui vont être à succès. Exact. Un gros merci, François, d'avoir été avec nous. Je veux juste vous rappeler, si vous aimez les entrevues Imo Facile, allez donc cliquer sur J'aime Imo Facile. Ça va vous permettre de l'avoir dans votre fil d'actualité. Ici, Justin Larochelle d'imofacile.ca, François Bégin de françoisbégin.com et de financement automobile. On ne sait pas trop de où qu'on doit te dire. Juste François, c'est parfait, ça. Ah, juste François, ben excellent. Hey, j'ai beaucoup aimé l'entrevue. J'ai appris plein de choses sur l'automobile. Alors, on ne savait pas où est-ce que ça nous mènerait, mais j'étais convaincu qu'avec toi, Justin, d'abord, qui est super agréable et qui connaît son domaine aussi, on allait arriver à comprendre qu'il y a des parallèles finalement entre l'automobile et l'immobilier. Fait que non, c'est vraiment le fun comme exercice. J'espère que ça vous a plu, tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis on se Merci, reparle. si vous avez besoin, si vous voulez commander le livre à François, n'hésitez pas. J'ai marqué un petit peu plus haut dans les notes, dans les posts, la description de son adresse courriel. Fait qu'un gros merci, François. Merci à toi. Reste avec moi 30 secondes. Merci la gang. Au plaisir. Envoyez-nous des j'aime. Merci. Bye bye.